sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Je crois quand même que sur beaucoup de choses, si tu t'arraches, tu peux apprendre. Et il y a des gens qui ont peut-être certaines facilités sur certaines choses, mais qu'en fait, tu peux vraiment les dépasser. Avez-vous déjà reçu un coup de fil impromptu d'une personne que vous admirez ? C'est ainsi que l'histoire de cet épisode a débuté. Mathieu Stéphanie produit le podcast Génération Do It Yourself. C'est un de mes podcasts préférés et j'essaie de ne jamais louper un épisode. Et un jour, je décroche mon téléphone et c'est Mathieu. Il m'appelle pour nous féliciter pour Talents Précieux et nous donner quelques conseils. Son feedback spontané avait une énorme valeur pour nous, les jeunes podcasteuses, depuis tout juste un an. Il ne savait pas que nous avions suivi ses recos pour acheter le matériel, que nous avions étudié sa technique pour forger la nôtre, etc. Dans la liste des métiers que nous voulions interviewer pour Talents Précieux, figurait un podcasteur. Nous avons donc pris notre audace à deux mains et l'avons invité. Et il a accepté. Deuxième question. Avez-vous déjà rencontré une personne que vous admirez ? C'est ainsi que l'histoire de l'épisode a continué, un matin dans ses bureaux. C'était pas comme dans un film, bien que Mathieu soit le sosie vivant et français de Luc Perry de Beverly Hills. Oui, je suis de cette génération-là. Notre enregistreur a décidé de ne plus enregistrer. J'appelle sa boîte Cosa Nostra à la place de Cosa Vostra. Bref. Bon, ça c'était pour vous faire partager les coulisses. Nous avons une conversation très riche où Mathieu explique ses métiers. Directeur de Cosa Vostra, une agence digitale, acteur engagé dans les startups qu'il développe et producteur du podcast Génération Do It Yourself. Nous parlons de gérer son temps, de faire des choix, de rechercher l'excellence, de poser des questions, d'oser demander. Mathieu explique son besoin de faire confiance et d'avoir confiance. Que la confiance s'apparente à de la droiture et de la loyauté, mais également qu'elle fasse référence aux aptitudes et à la performance. Vous connaissiez peut-être sa voix, son podcast, sa manière de conduire une conversation. Dans cet épisode de Talents Précieux, nous vous proposons de découvrir Mathieu Stéphanie, le directeur, le team player, l'audacieux, l'ambitieux. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Salut Perrine. Alors on reprend un enregistrement qui vient d'être coupé. Donc on va tout recommencer depuis le début, ce qui est un peu moins spontané. Je voulais déjà te remercier. Parce que si on a un podcast avec Amélie, c'est grâce à toi. Parce que le matériel, tu nous as conseillé et on a suivi exactement à la lettre, à la couleur près, ce que tu conseillais. Et puis, tu fais partie des quelques rares podcasts qu'on a le temps d'écouter. Et moi, toutes les semaines, je cours avec ton podcast. Donc voilà, donc merci beaucoup. Puis il faut le prendre le temps de l'écouter, puisqu'il est long en plus. Mais... Il est long. Le dernier de 2 heures, j'ai pas réussi à courir jusqu'au bout. Écoute, c'est moi qui te remercie déjà... Parce qu'en fait, déjà, toute cette approche de partager autour du podcast très tôt et de favoriser l'émergence de podcasts grâce à des posts, elle était pour faire éclore un marché, mais dans lequel, je pense, à terme, j'y trouve aussi mon intérêt. Donc, moi, je crois beaucoup à la vertu dans ce genre de choses. Et du coup, je me dis... déjà, tu vois, j'ai une forme de retour d'ascenseur là maintenant, et en fait, je l'ai sous plein de formes autres.
et j'adore cette communauté. J'ai un peu l'impression de vivre ce moment que j'aurais aimé vivre du début des années 80, de la radio libre, etc. Avec plein de monde. Hier soir encore, ici, chez Cosa Vostra, il y avait une quinzaine de podcasteurs qui étaient là. On se fait des petits événements ou juste un drink comme ça, une fois par mois, même plus. Et en fait, il y a l'émergence d'un vrai truc, tu vois, avec des gens ça part dans tous les sens, des choses très sérieuses, des choses complètement absurdes, des choses complètement abstraites, et c'est super, non? Aujourd'hui, c'est ton métier principal? Non, pas du tout. On va dire que c'est un de mes hobbies qui devient un métier, et alors qu'a aussi là pour le coup une vertu hallucinante. C'est-à-dire que j'arrive pas à trouver, pour reprendre ce terme, je crois que vous utilisez des anglicismes chez vous, donc j'ai le droit. Hein, mais ouais, on y va. mais le downside de Génération Do It Yourself, de mon podcast, on va dire principal, il n'y a pas de. Le seul truc, c'est à la limite que ça me prend du temps, donc il faut forcément que ça le mange quelque part ailleurs. Le deal que j'ai eu avec ma femme dès le début a été de lui expliquer que j'allais le faire, que ça m'éclatait, que je voulais vraiment y passer du temps, et que ça pouvait pas être sur les enfants, ça pouvait pas être sur le travail, parce qu'en fait j'ai du travail, il y a des gens à gérer, une boîte qui grossit et des choses comme ça, et donc ça a été principalement sur le sport. J'ai cru que tu allais dire que c'était sur le temps de ta femme. Non. Ni la femme ni les enfants, c'est précieux, j'ai des enfants bas âge et voilà, non. C'était principalement sur le sport et un peu indirectement, je pense aussi c'est les périodes de la vie, mais un peu sur les relations sociales. Enfin, je fais moins de dîners, je vois un peu moins d'amis. On peut se dire que c'est triste, mais à la fois je vois aussi, enfin je les vois encore, mais c'est des choix qu'il faut faire dans la vie, quoi. Et quand on a des enfants en bas âge, généralement on fait pas des enfants pour pas les voir, a priori. Enfin voilà. Donc c'est ton agence qui est ton métier principal, Ouais. c'est ça? Une agence qui est aussi une sorte d'incubateur, plus qu'incubateur, un start-up studio. Donc notre métier, nous, c'est de faire de l'innovation, du digital, de travailler en mode start-up avec des clients et avec des projets ou sur des projets concrets. Donc depuis 5 ans, on a créé 5 start-up, on en a vendu 3. On est en phase d'en vendre une 4e, d'en créer une 6e. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire que on a je suis entouré de personnes hyper compétentes. J'essaye de les faire progresser, en tout cas c'est pas moi qui les fais progresser, c'est eux qui se font progresser eux-mêmes d'ailleurs, mais de les accompagner là-dessus et qu'on se tire tous vers le haut. Et c'est un peu l'idée de ce podcast, hein, d'ailleurs, c'est me tirer moi-même vers le haut et tirer tous les gens qui veulent autour l'écouter vers le haut, en fait. Je suis vraiment là-dedans, c'est mon trip. Et du coup, on a cette création de start-up c'est un peu notre propre projet artistique, si tu veux, à nous, enfin notre œuvre. Donc on peut montrer à nos clients, regardez, cette boîte je l'ai faite, on l'a vendue au bout de 2 ans, X centaines de milliers d'euros. Cette boîte on l'a faite, elle a levé sur une valo à 40 millions, machin, etc. Donc à un moment, on peut pas me dire que je suis un amateur, tu vois. On peut pas me dire, voilà. On peut me dire que je fais des erreurs, je l'accepte volontiers parce que c'est le cas, et c'est un process très itératif. Mais en revanche, il y a un moment où j'ai prouvé un certain nombre de choses. C'est empirique, tu vois. Tu walk the talk. Exactement. C'est l'idée. C'est vraiment l'idée. Ton rôle, toi, c'est quoi? C'est de concevoir l'idée, c'est d'avoir l'idée, c'est de pousser les gens, tu disais les tirer vers le haut, c'est de leur apporter du savoir. Concrètement, ton quotidien ou ton rôle, c'est quoi? C'est hyper dur comme question parce qu'en plus, il a énormément évolué. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on a créé tout ça en fin 2013, toute fin 2013, on pourrait même dire début 2014. Et on était 3 ou 4, donc évidemment, mon rôle, il a complètement changé. Mon rôle, il est principalement alors c'est marrant, hein, sur ma carte assez tôt, j'aimais pas les termes CEO, j'aimais pas les termes... et en fait, j'aime bien le terme directeur. C'est un peu con, mais il y a une direction. Et en fait, il faut prendre et il faut choisir la direction. Et moi, je suis assez... à la fois, je suis capable de tirer un peu partout pour tester des choses. À la fois, une fois qu'elles sont testées, je crois que j'ai pris une compétence de dire, bon, ça on arrête, et de se dire, bon, on se concentre là-dessus. Et moi, mon rôle, il est pas mal de faire des choix, de se dire, ok,
là-dessus on a des fortes compétences, donc on peut y aller plus fort. Là-dessus on va tester et voilà, et des choix qui sont de temps en temps agréables et des choix qui sont de temps en temps désagréables. Et beaucoup de choix humains sur des gens à recruter, des gens. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des moments où on doit se séparer de personnes, ça arrive. C'est pas un truc qui me plaît énormément, mais voilà, pour différents types de raisons. Donc mon rôle, moi, il est d'orienter, de motiver, de créer aussi quand même, d'avoir des idées. Donc moi, je suis un vrai buvard, hein. Je passe ma vie à écouter, à regarder beaucoup de podcasts quand même, et de se dire, bon, ok, là on y va, quoi. On investit dans ça, on se lance là-dedans, d'avoir des convictions. J'ai beaucoup de convictions. Cosa Nostra, tu l'as fondé seul? Cosa Vostra, hein, parce que Cosa Nostra, c'est Cosa la mafia sicilienne. Cosa Vostra. Alors, non et oui, je pourrais dire. Non, parce que en l'occurrence, la forme juridique Cosa Vostra a été fondée avec donc 3 associés. Oui, parce que c'est un spin-off d'une société que j'avais créée avant, qui était une forme d'agence sans en être une, qui faisait déjà quand même un peu de chiffre d'affaires, dans laquelle en fait mon trip était de me dire, après une période de start-up, je veux plus d'employés, je veux plus de bureau, je veux plus de choses comme ça, je veux bosser en digital nomade avec mon ordi et mon téléphone et puis toute ma vie comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis bien marré, j'ai appris plein de choses. Ça a duré combien de temps cette période-là? Ça a duré 2 bonnes années. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait des sites marchands, en fait je faisais des business de coups, vraiment, donc on faisait un coup et puis un autre, puis etc. Une des choses assez marrantes que j'ai faites, c'était d'être leader mondial de la carte de visite en métal. Bon, c'est une niche très rentable. Il y a des mois où on gagne énormément, des mois où on gagne un peu moins, mais voilà. Mais j'ai appris beaucoup, faire du e-commerce, faire du commerce avec la Chine, acheter des produits en Chine, les vendre dans le monde entier. Enfin, c'était une forme de multinationale que je gérais tout seul avec 3 freelances et puis voilà. Et j'ai adoré, c'est vraiment très enrichissant. Mais en fait, moi, je suis un vrai team player en fait. Au bout d'un moment, je tourne en rond tout seul et puis j'aime bien la strat, j'aime bien la direction, j'aime bien tout ça et une fois que j'ai un peu coché une case, je m'ennuie. Donc du coup, j'ai besoin d'aller à la case d'à côté, au-dessus, ou à droite, à gauche, voilà. Donc t'aimes bien avoir qui dans ton équipe? Tu étais un team player, c'est qui ton équipe? J'aime bien avoir des gens en qui j'ai confiance. Enfin, j'ai envie de dire. Et la confiance, elle est sur 2 points. C'est une confiance évidemment intellectuelle et de gens qui vont pas me tromper entre guillemets, donc avec qui je me dis voilà. Et c'est une confiance aussi d'aptitude, de capacité, de performance. Et celle-là, elle est plus dure parce qu'en fait, dans des boîtes qui grossissent comme Cosa Vostra et comme toutes les startups qu'on a pu faire autour, en fait. La performance, elle est inégale. Il y a des tas de paramètres qui rentrent là-dedans, en particulier l'évolution des métiers qui est quand même hyper rapide. Je veux dire, aujourd'hui, le code, le design, tout ce qui est AdWords, Facebook Ads, etc., tout ce qui est communication digitale, tout ce qui est même stratégie, hein, ça a beaucoup changé. Je veux dire, on fait beaucoup de stratégies pour des e-commerçants, on fait beaucoup de stratégies pour des médias. Il y a 3 ans, quand on allait voir, ou il y a 4 ans, quand on allait voir un gros distributeur en ligne, pas en ligne, mais quelqu'un qui, enfin, je sais pas, les Auchan, les Carrefour, les Intermarchés, ils étaient assis sur leur tas d'or, très sur d'eux, etc. Aujourd'hui, quand on échange avec ce type d'acteurs, c'est plus la même chose. Ils sont en grosse position de fébrilité, voire de détresse, hein. Enfin, donc, je veux dire, tout ça évolue énormément et très vite. Donc, du coup, il faut quand même faire preuve d'humilité. Il faut s'enrichir en permanence. Il faut écouter, il faut lire, il faut comprendre, il faut échanger, il faut rencontrer des gens. Et on peut être très vite largué. Et après, on peut être largué pour d'autres raisons, des faiblesses personnelles, des choses comme ça. Alors, on doit accepter certaines choses comme ça, on reste des humains, donc on doit accompagner tout ça. Mais quand il y a une vraie perte de confiance et qu'à un moment, on va perdre un client, c'est compliqué. Donc moi, la principale
valeur et le principal besoin que j'ai autour de moi, c'est d'avoir des gens en qui j'ai une extrême confiance, où je pense qu'ils sont tous meilleurs que moi dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est pas mal le cas quand même. C'est un sujet intéressant, la confiance. Sur la confiance, sur la droiture, ça j'imagine que tu ne peux que le voir avec le temps. Oui. Sur la confiance, sur l'aptitude, avec cette évolution des compétences, des connaissances, des technologies, comment est-ce que tu arrives rapidement, parce que tu es dans des cycles rapides, à l'évaluer et à la déceler? J'ai quelques expériences récentes, mais on a eu des recrutements récemment où en fait, avant même d'avoir les personnes à bord, j'ai envie de dire, on sentait qu'il y avait une aptitude, une compétence très forte sur un métier, et derrière on l'a proposé à quelques clients, et tous nous ont dit en fait c'est ce que je cherchais depuis des années, quoi. Donc il y a certains postes sur lesquels on le ressent bien, il y en a d'autres sur lesquels c'est plus compliqué. Je veux dire, moi, des postes sur lesquels j'ai pas j'aime beaucoup, mais j'ai pas une expertise immense comme de la tech. Là, je dois faire confiance à mon frère, en l'occurrence, qui est notre CTO, Pierre, qui est basé à Bordeaux, pour me dire, et mon associé Laurent, pour me dire, bon, lui, il est hyper fort, elle est très très bien, ça va très vite, etc. Et en plus, c'est assez critique, et là-dessus, je suis un peu à l'aveugle, hein, quand même, parce que je n'ai pas la capacité de juger sur quelques métiers qu'on gère, moi directement. Et pourtant, c'est des différences astronomiques. Quelqu'un qui code mal en profondeur peut donner un projet qui a l'air très bien fait et qui est, pas du tout évolutif, qui peut s'effondrer à tout moment dès qu'il y a un peu de vélocité, de soit beaucoup de connexions en même temps, soit trop de produits, ou trop enfin, dès qu'il y a une profondeur un peu importante sur le site ou l'objet digital qu'on crée. Ça, c'est des choses dont on se rend pas compte quand on travaille typiquement avec deux freelances très jeunes qui font les choses. Et là-dessus, c'est vrai que la confiance que j'ai, c'est d'avoir travaillé alors avec mon frère. Lui a fait des années, son métier était sur de l'informatique décisionnelle, mais travaillait que sur du robuste, quoi, du vraiment robuste. Ce qui veut dire que sur beaucoup de choses, on va être potentiellement plus cher que d'autres, mais en revanche, on est capable de délivrer des choses qui tiennent, quoi. Et ça, c'est quand même assez important pour beaucoup de gros clients. Il faut savoir ne pas être comme ça de temps en temps pour des projets très start-up, pour d'être plus agile et rapide. On sait l'être aussi, mais je pense que voilà. Donc ça s'apprend. Il y a un peu de feeling au début, et après il y a la manière de voir comment les choses sont livrées, délivrées au fur et à mesure. Et il y a une chose que j'apprécie énormément et sur laquelle je pense qu'on est très très fort, c'est vraiment ce processus, ce qui vient de cette approche start-up, c'est le processus itératif. C'est-à-dire que je suis capable d'accepter qu'un client, en début de projet, me dise c'est la merde, c'est n'importe quoi, ce que vous m'avez envoyé, etc. etc. Et en fait, c'est assez dur, hein, d'entendre ça, mais je suis assez capable aujourd'hui de le rassurer et de lui dire non, c'est pas de la merde, c'est une étape. Et en fait, attends la deuxième étape et tu vas voir. Et en fait, aujourd'hui, nous, on va être capable d'envoyer quelque chose assez rapidement par rapport à des choses. Il y a des clients chez qui c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes... On a différents flux d'informations de gens qui vont nous dire je veux faire un truc comme ça, un autre qui va nous dire faut que ce soit comme ça. Et puis à la fin, on a 12 typologies de... Voilà. Il y en a qui vont avoir des cahiers des charges très rigides, mais finalement pas si bien rédigés. Enfin, bon, et en fait, on va leur proposer quelque chose, on passe d'une idée à quelque chose qui va se projeter sur un écran potentiellement, ou donner un algorithme en tout cas. Et en fait, je pense que la vraie qualité importante là-dedans, c'est d'être capable d'avoir un retour et de corriger ce retour très vite. Parce qu'en fait, de toute façon, ces projets-là ne sont jamais terminés. Il faut le savoir, hein. Un projet digital, il a un début et il n'a pas de fin. Sur ta page LinkedIn, c'est intéressant parce que tu dis que tu aimes collaborer avec des gens en bonne intelligence, dans un respect mutuel et en recherche d'excellence.
cette recherche d'excellence dans un monde digital, dans un monde de start-up, comment est-ce que tu es satisfait ou est-ce que tu arrives un jour à être satisfait sur cette partie-là? Alors déjà, là-dessus, j'ai vraiment une notion d'exemplarité, c'est-à-dire que je montre aux autres que typiquement ce podcast pour moi est très important en termes d'exemplarité. C'est dire à mes collaborateurs, regardez, je vais dans un nouvel univers, j'ai zéro expérience sur tout ça, j'ai senti le truc venir. J'ai pu me planter sur d'autres choses avant, hein. J'ai fait des mauvais épisodes aussi, j'ai fait des très bons épisodes, j'ai fait des... Voilà. Et aujourd'hui, j'ai quand même un truc qui est hyper statutaire, qui est hyper important et que j'ai fait tout seul. Parce que pendant 18 mois, 2 ans, je l'ai fait tout seul. J'ai rien demandé à personne, c'était en plus donc vis-à-vis de mes associés, vis-à-vis de mes... Voilà, il y a un côté qui est très... je vous demande pas juste de faire des choses comme ça, je l'ai fait moi aussi. Et en plus, avec toutes ces personnes que j'invite, j'apprends et je vais chercher tout ça. Donc ce que je leur demande, c'est un peu ça, c'est leur dire, regardez ici, les portes sont totalement ouvertes. Et d'ailleurs dans les deux sens, hein. Si vous êtes plus content, moi je retiens personne en fait. C'est aussi important, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui on est très loin de l'époque de l'esclavage, mais aussi très loin de l'époque des années 80, 90 où voilà. J'essaye de faire en sorte que les gens restent et qu'ils soient contents et bien, etc. Mais en revanche, les portes sont ouvertes. Ce que je voulais dire, c'est si demain j'ai un de mes employés qui me dit je veux créer une start-up, je veux créer un podcast, je veux faire quelque chose, etc. A priori, je ne vais pas dire c'est oui a priori. Si on trouve que l'idée nous convient pas et que c'est pas chez nous, bah, pas forcément. Mais en tout cas, ils savent que ici on est très toujours ravis d'avoir ce genre d'opportunité. Après. La recherche d'excellence, elle est en tout cas dans une volonté de progresser permanente qui peut avoir des pauses, voilà, un certain nombre de choses, mais qui est dans notre métier. On a un métier qui est presque, c'est pas du sportif, mais en tout cas, dans notre métier d'agence, on peut pas vraiment se reposer. C'est-à-dire que sur l'évolution, enfin, je veux dire, surtout quand on est dans l'innovation et du digital, on ne peut pas. C'est-à-dire, c'est pas possible. Quand on a 6 mois de retard, on est largué, en fait. Et quelqu'un qui savait faire des belles campagnes sur Facebook Ads il y a 5 ans, aujourd'hui, il sait plus rien faire, quoi. Et donc là-dessus, on doit être les experts parmi les experts, ce qui n'est pas facile, parce qu'en plus, on est, nous, alors, on a plein de métiers différents dans l'agence, mais on est assez généraliste. Moi, je crois vraiment très fort à la big picture là-dedans, c'est-à-dire que comment je peux faire du conseil intelligemment si je ne comprends pas le contenu, si je ne comprends pas les chiffres, si je ne comprends pas le code, un minimum en tout cas, si je ne comprends pas le design, si je ne sais pas ce que c'est que l'expérience utilisateur, si je ne sais pas ce que c'est qu'un call to action bien fait qui va faire qu'on transforme et qui va faire qu'on ait un ROI, si je ne sais pas ce que c'est que d'itérer plein de fois. Voilà. Et aujourd'hui, bon, on n'est pas les seuls, hein. Il y a beaucoup de métiers, des très gros EY dans le conseil jusqu'à Publicis qui ont avalisé, enfin remonté, descendu dans la chaîne de valeur. Mais donc du coup, on doit vraiment se pousser là-dessus et être curieux et tester. Et la difficulté là-dessus, c'est dans la recherche de l'excellence, c'est d'accepter les bûches, quoi. Enfin, parce qu'on en prend forcément et que nous, on doit accepter les bûches de nos collaborateurs tant qu'ils ne les reproduisent pas sur la même chose, quoi. Apprendre de ses erreurs. Exactement. Ouais. Dans ton agence incubateur, il y a d'une part un travail que vous faites pour les autres, pour vos clients, et d'autre part les propres startups que vous concevez, créez. C'est un métier totalement différent en fait, de travailler pour soi et travailler pour les autres. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est l'équilibre des deux que tu aimes? Est-ce que c'est complètement l'équilibre des deux et c'est hyper dur parce qu'en fait il y a des jours où je me dis en fait typiquement travailler sur un produit, moi j'ai créé une start-up en 2005, j'avais 25 ans, j'ai travaillé 6 ans dessus et à la fin j'en pouvais plus, enfin, ça m'avait rincé et j'aimais ce projet, j'aimais ce produit mais c'était éprouvant et puis je suis assez curieux et j'aime découvrir des choses et en fait il y avait un côté très directionnel. Voilà, on apprend, on devient très expert, on a plein de convictions, mais voilà.
Après, quand on fait un métier d'agent, c'est potentiellement de temps en temps très dur parce qu'on gère des projets pour des clients, que ce soit en très bien ou dans le très bon ou dans le très mal. Hein. Un très beau projet qu'on gère pour un client qui se passe très bien, il y a des moments où on se dit j'aurais dû rentrer là-dedans, j'aurais dû prendre des parts, j'aurais dû, je sais pas, enfin bon, sur des très gros clients, c'est pas le cas, mais en tout cas, voilà, et puis on les aime ces projets, donc il y a un côté très très compliqué. Puis il y a des projets, on essaie de pas en avoir trop, mais il y a des projets qui se passent moins bien parce qu'on a des clients qui comprennent pas notre manière d'agir ou qui alors ça, on évite, hein, mais il y a des clients, c'est peut-être un peu l'ancien monde, mais qui ont une manière de traiter des prestataires qui, moi, me plaisent pas. Donc nous, en fait, on ferme les portes assez rapidement, mais ça existe encore. Et donc, du coup, là, dans ces moments-là, on a envie de dire, ce métier, sérieux, enfin, voilà, c'est que ces gens, moi je suis dans un restaurant et je suis avec des connaissances ou des amis et que je vois quelqu'un qui parle mal à un serveur, ça m'exaspère et je lui fais la remarque, quoi. Et bon, quand des gens parlent comme ça à mes collaborateurs, ça me rend malade. Donc on fait des mises au point si ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Donc il y a ces moments où on se dit, bon, ça, vraiment, en fait, on est quand même mieux à travailler pour soi, sur ses projets, faire ses propres trucs, parce qu'en plus, les arbitrages, nous, on propose des choses à nos clients en se disant tu devrais faire ça. Et puis lui, il nous dit non, mais moi, je préférerais faire ça. Et de temps en temps, il a tort, et de temps en temps, il a raison. Quand tu as raison sur toute la ligne, bon, tu te dis quand même, voilà, mais on est payé pour ça, pour avoir raison sur toute la ligne, idéalement. Hein, voilà. Après, on a toujours des expertises métiers. Après, le bon côté de tout ça, c'est que chez chaque client avec qui on est dans une bonne approche co-constructive, parce que c'est vraiment ça un projet qui se passe bien, c'est un truc où notre client apporte son métier, va chercher des idées avec nous, on a des super projets qui se passent hyper bien en ce moment, mais des choses vraiment où le client à la fin va être métamorphosé, toute son entreprise va être métamorphosée, c'est pas juste un petit projet, c'est toute l'entreprise, ça va du logo à la vision stratégique, à certaines choses, sur des gros clients, hein, et là, quand tu fais ça, tu es hyper satisfait. Tu sais pourquoi tu le fais. Et surtout, tu apprends plein de choses. Parce qu'en fait, on a quelques clients dans le luxe, on a quelques clients dans l'innovation extrême, on a refait le site du CNRS, on parle avec des gens qui ont des métiers passionnants, qui vont nous expliquer plein de choses et on apprend. Et ça nous inspire et ça nous donne des idées. On voit des problématiques qui peuvent nourrir après ce deuxième métier qui est ce métier de start-up studio. On va se dire, ok, moi je vis ça, et eux ils vivent ça, et a priori il doit y avoir un problème à régler ici. Et alors ça, c'est une vraie soupape, parce que du coup on a ce truc où ces petites frustrations qu'on a de se dire là-dessus on prend pas toutes les décisions puisque c'est le client qui les prend. Là, on a nos projets à nous sur lesquels, pour nos collaborateurs et pour nous, on se dit, bon, je vais essayer telle nouvelle techno, je veux me former sur telle ou telle chose, je veux faire telle typologie de design, je veux explorer tel nouveau business dans la fintech, dans la proptech, voilà, et ça, c'est vraiment chouette. Donc, en fait, à la fin, il y a un équilibre qui se crée, mais par moment, on a une lassitude d'un côté ou de l'autre. Très bien. Est-ce que tu nous as parlé de plein de beaux projets? Est-ce que tu pourrais nous parler d'un succès professionnel? Un moment dont tu es fier, où tu as eu l'impression de faire bouger les lignes? C'est une question qu'on pose à tous nos invités, comme tu le sais. Ouais, je pourrais dire que le podcast en est un, tu vois. Ce qui est plus... En quoi tu le qualifies de succès, par exemple, le podcast? Parce qu'il est vertueux à tous les étages. Et alors d'abord, de manière très égoïste, il est vertueux pour moi, c'est-à-dire que il me permet de rencontrer des gens incroyables et de leur poser des questions et d'apprendre. Donc, tu vois, j'aspire littéralement leur expérience, leur expertise et tout ça. Et tout ça, c'est grâce aux gens qui m'écoutent, qui nous écoutent. Et c'est là où c'est intéressant, hein, tu vois. Je parle de team play, ça représente un peu toutes mes valeurs et toutes les choses que je recherche. Je parle d'excellence, on parle de choses, mais on est vraiment dans ce truc où si j'avais personne qui m'écoutait, tous les gens qui m'écoutent, pas tous, mais bon, on m'écrit quand même pas mal de messages, vont dire merci, merci, merci. Je dis mais c'est en vrai, au final, c'est moi qui vous remercie, parce que si tous ces gens-là m'écoutaient pas, que j'étais tout seul, je pourrais pas aller voir Jacques-Antoine Grandjean, le patron de vente privée, parce que voilà, il dirait t'es qui, qu'est-ce que
tu veux en fait avec tes 2 micros que personne n'écoute. Donc voilà, c'est probablement le plus visible. Mais en plus, dans le côté vertueux, je peux tout citer. Hein, ça donne une grosse visibilité à Cosa Vostra. Donc, ça nous fait venir des clients. Ça valide aussi un certain nombre de clients qui travaillent avec nous et qui comprennent que voilà. Ça nous fait vendre des nouveaux podcasts à des clients aussi. Ça nous donne une vraie autorité sur ce marché de l'audio digital qui est assez importante. Ça montre à des prospects ou des futurs clients pour certains qui ont écouté plusieurs épisodes, voire beaucoup d'épisodes, en fait, ils me connaissent. Et donc, ils savent que je suis pas un margoulin. Tu vois, ils savent que, en fait, je suis droit dans mes bottes, je fais bien mon travail, ou en tout cas, oui, je fais bien mon travail et je fais tout pour avoir une bonne équipe et comprendre les choses et qu'on a une vision, etc., etc. Ça me rapporte de l'argent et c'est pas depuis quelques temps maintenant, mais assez peu, mais j'ai des sponsors. Je suis très fier d'avoir par exemple Google Chromebook, donc Google qui est quand même le plus gros réceptacle de publicité au monde, hein, le plus gros aspirateur à pub au monde, décide d'investir sur un podcast en France, décide déjà d'investir dans un médium qui est le podcast, dans lequel il n'est pas vraiment. Donc ça valide le marché du podcast en termes publicitaires et en plus il vient dans le mien. Je veux dire, pour moi c'est fantastique. Ça me donne une relation aussi particulière avec Google. D'autres annonceurs commencent à voir ça et voilà. Enfin, et évidemment, voilà, je rencontre des gens. Maintenant, je peux appeler des gens. Jacques-Antoine Grandjean, je lui ai envoyé un email à 11h un soir, à 11h10, il m'avait répondu ouais, c'est bon, on fait ça. Donc c'est improbable. Donc oui, c'est un succès professionnel qui est à la fois visible et voilà, qui doit être un peu relou pour certaines personnes autour de moi parce que c'est un truc qui me possède, tu vois. Oui. Mais bon, c'est la vie. J'ai 2 questions pour décrypter un peu les raisons du succès. D'une part, c'est ta capacité à poser les questions, les bonnes questions, et à écouter et à poser les autres questions. Est-ce que cette compétence-là, tu l'as toujours eue? Est-ce que tu as toujours été curieux? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ou est-ce que petit, t'aimais parler aux gens? Écoute, c'est marrant, parce que je voyais pas ce que j'allais te répondre au début de ta question et comment. Mais en effet, j'ai ce souvenir je vois très bien où j'étais. J'étais avec un de mes cousins qui d'ailleurs est actuellement un de nos clients pour qui gère une très belle SS2I gigantesque que son père a créée. Et on était dans une maison et il était avec un de ses potes qui était un ancien nageur olympique, etc. Et je leur posais plein de questions et lui, je lui posais plein de questions sur la natation, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, ce nageur dit à mon cousin mais on peut pas le débrancher lui genre. Et là il y a tout le monde dans la pièce, ils étaient en train de repeindre un truc ou de faire des travaux, voilà, qui a explosé de rire, genre, tu sais, c'était tellement obvious, c'était tellement le truc, mais genre, mais arrêtez-le, quoi. Ça avait fait rire tout le monde, j'étais extrêmement vexé, ça m'a marqué, tu vois, mais vraiment. Et mais en fait, ça m'a marqué, mais j'ai quand même compris ce jour-là que, en fait, j'aimais bien comprendre les choses, et je me suis jamais trop retenu là-dessus. Et je fais partie des gens qui, ouais, dans une soirée ou quand je vois des gens qui posent pas de questions, je me dis, mais comment ils font dans leur tête, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, moi j'ai besoin de savoir de qui je suis entouré, comment, pourquoi, etc., etc. Donc ces questions je peux les poser sans micro, sans problème, tu vois, tout le temps. Donc peut-être c'est marrant, j'écoutais un de tes épisodes avant de venir et je crois quand même de moins en moins à l'inné, tu vois, et je crois vraiment qu'on peut tout faire. Alors évidemment, il y a des choses physiques, il y a peut-être, je connais pas suffisamment le cerveau pour ça, mais en tout cas, oui, quand tu t'appelles Usain Bolt, a priori, tu as plus de chances d'être multiple champion du monde en course à pied que moi du haut de mon 1m74 avec, voilà, c'est sûr. Maintenant, je crois quand même que sur beaucoup de choses, si tu t'arraches, tu peux apprendre. Et il y a des gens qui ont peut-être certaines facilités sur certaines choses, mais qu'en fait, tu peux vraiment les dépasser. Donc sur ces questions et sur tout ça, au début,
Tu vois, avant-hier, j'ai tourné un podcast en anglais. C'était mon premier podcast en anglais parce que j'ai eu l'occasion d'avoir Perry Chen, qui est le fondateur de Kickstarter. Et tu vois ce truc, tu vois, quand je te dis c'est vertueux, en plus c'est tombé du ciel, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a dit, ouais, il est là. C'est Greg Pouy qui me dit, ouais, il est là. Si ça te dit, c'est bien dans ta ligne. Je dis, 1000 fois, vas-y, quoi. Mais ça tombe du ciel. Et en fait, je suis un peu revenu 2 ans et demi en arrière sur mes premiers épisodes. C'est-à-dire que toute la journée, voire la veille, j'étais stressé. Je me dis, attends, je vais tourner en anglais. Des gens vont m'entendre parler anglais, qui est un anglais imparfait, très clairement. Et en fait, tu sais, à la fin de cet épisode, j'ai une sorte de soulagement et d'excitation et de trucs incroyables, genre parce que je l'avais fait, en fait, quoi. Donc voilà, je vois des gens qui veulent se lancer dans le podcast, qui tournent. Je leur dis, mais arrête de tourner, juste prends 2 micros, invite quelqu'un et tourne, mais pas en rond, tourne un épisode, vas-y, tu vois. Parce que, en fait, c'est vraiment le baptême du feu qui fait la différence, en fait. Tu as des contacts qui tombent du ciel pour les interviewer. Et j'imagine que c'est pas toujours le cas. Et tu disais, tu envoies des mails, tu fais la démarche. Cette démarche de contacter les autres, d'aller vers les autres, d'aller leur demander quelque chose, sur quoi tu t'appuies, comment tu fais parce que en plus tu parles à des gens, moi, que j'ai adoré écouter, mais j'imagine que tu n'avais pas forcément ton carnet d'adresses, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. La plupart, ouais. Et puis je me fais bâcher surtout. Enfin, bâcher. Je veux dire, ça fait 1 an que j'essaie d'avoir Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Je voudrais un épisode comment devenir président de la République, tu vois. Et du coup, j'ai pas de réponse, mais j'y arriverai. Mais c'est-à-dire quoi, tu relances, ouais, t'essayes je par trouve, plein de moyens. Voilà, par plein de moyens, des gens autour, j'encercle, j'essaie de trouver quelqu'un qui va pouvoir lui dire oui, mais c'est quand même le média où il faut être en ce moment, le podcast, et puis tu auras du temps, et puis c'est autre chose, puis c'est quali, et puis voilà, et puis il y a un peu cette mode qui se crée autour de tout ça, donc il y a un moment où ça va casser, ce qu'il faut, c'est être celui qui choisisse, tu vois, et donc faut continuer un petit peu. Donc j'ai vraiment ce truc de, mais ça c'est vraiment je me fais très clairement beaucoup plus, pas bâcher, mais je prends des portes, en fait. On me dit rarement non, on me répond pas, on botte en touche, tu vois. Mais Simon Sini, je te lirai bien le mail que je lui ai envoyé pour le dernier, mais je lui dis en gros, bon, vous êtes dans ma top liste entre entre Michelle Obama et je sais plus qui. C'est la 4e fois que j'envoie ce mail-là. Je suis à peu près certain que vous le voyez passer. C'est bon, là, mon podcast, il a fait x5 en 1 an. Dites-moi oui, quoi. Et puis, il m'a répondu pareil assez rapidement. Tu vois, et en fait, ça, je pense, il y a un peu d'expérience de commercial. J'ai fait du bizdev. Le seul métier que j'ai eu à un moment, c'était et c'était pour le quotidien Métro. C'était hyper dur parce qu'en fait, la presse gratuite, c'était au début vu comme un truc hyper cheap, alors que c'était hyper puissant et que c'était pas si cheap que ça. C'était pas Le Monde, mais et du coup, tu devais convaincre, appeler des gens, les voir, les revoir, les convaincre, leur montrer, leur faire tester, etc., etc. Donc ça, j'aime bien cette forme de persuasion. Et c'est ce qui fait la différence dans les podcasts. C'est pas mal les invités aussi. Donc il faut être capable d'aller chercher des gens passionnants. Mais il y en a d'autres. T'envoies un mail sur un site et puis 10 minutes après, t'as le mec qui te rappelle. Et puis c'est la personne que tu voulais avoir. Et puis il dit ah bah ouais, c'est sympa ton truc, super, on y va, quoi. Mais il faut juste oser. Très bonne anecdote, juste un type que j'ai failli avoir, qui aurait été mon premier podcast en anglais, qui s'appelle Noah Kagan, qui est un Américain qui doit vivre à Austin ou Dallas, qui lui-même a un podcast, mais c'est pas comme ça que je l'ai connu. Je crois que ça a été un des premiers employés de Facebook, etc. Et le type, il a un exercice pour lequel il est très connu, c'est qu'il dit aux gens, allez au Starbucks ou n'importe où acheter un café ou quoi que ce soit et demandez 10%. Et dites pas que c'est un jeu, dites pas que voilà, vous y allez, vous demandez 10%. Tu demandes. C'est juste, et en fait, moi je l'ai fait 2 fois, on l'a fait avec un de mes associés. Hein. En fait, souvent, voire très souvent, tu les obtiens. Ah oui. C'est hallucinant. Et en fait, c'est juste pour te prouver que quand tu demandes, tu peux obtenir. Et ça, peut-être que c'est un vrai soft skill que j'ai parce que je suis le petit dernier et que je sais que mes 2 grands frères trouvaient toujours que j'étais gâté. Et moi, je les regardais, je leur dis, mais c'est injuste ce que vous dites. C'est injuste pour avoir le gâteau. Mais non, mais je leur disais, mais vous demandez jamais rien.
Moi, je passais ma vie à tanner mes parents. Donc, au bout d'un moment, ils cédaient, tu vois. Et donc, eux, ils me disaient, t'es gâté. Je dis non, je demande. C'est différent. Et donc, je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être un truc qui vient de là. Est-ce qu'il y a dans ta carrière des personnes, peut-être une personne en particulier, qui t'a vraiment marqué, qui t'a super inspiré, que t'as côtoyé, alors sans forcément nous citer son nom, peut-être nous parler d'elle? Alors après, on a une tendance, du coup, forcément à avoir des gens qui nous manageaient. J'en ai pas eu beaucoup. Donc du coup, évidemment, dans les gens qui m'ont inspiré, il y a beaucoup de gens d'invités du podcast. Mais dans les personnes qui m'ont managé, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il y en a une qui a quand même pas mal compté, qui est une femme qui s'appelle Valérie Descamps, qui est la patronne aujourd'hui de... alors, ça s'appelait Métrobus et ça s'appelle Médiatransport. Et qui est une femme, donc qui était la première femme, qui était la patronne d'un média, qui était Métro, le quotidien, et qui avait une expérience qui venait de chez Énergie. Donc Énergie était connue pour être, en termes de sales et de vente, vraiment une école assez... voilà, c'était la carotte et le bâton, hein, mais voilà. Et nous, en plus, Métro est une boîte suédoise, gérée un peu à l'américaine. Et là-bas, j'ai quand même appris à faire du business. Et moi, j'aime bien le business, en fait. Tu vois, c'est un truc, c'est pas une fin en soi. Tu vois, moi, j'aime bien faire des bons projets, faire des choses comme ça. Mais en fait, ça permet de faire plein d'autres choses. Une fois que tu sais gérer du business, créer de la valeur, convaincre des gens, trouver des choses. Voilà, donc je pense que dans mon parcours, Valérie a eu un vrai impact dans ce cadre de métro où elle savait pousser les gens fort à délivrer, à s'organiser pour faire du business. Et ça passait par, tu vois, 10 rendez-vous par semaine minimum avec des clients. 10, c'est beaucoup, hein, quand tu as 20, surtout que maintenant, moi, c'est plutôt l'inverse, j'essaie d'en faire un peu moins, mais enfin, moins que 20, tu vois, mais 10, c'est beaucoup quand tu as 22, 23 ans, parce qu'en fait, tu connais personne, tu n'as pas de réseau, donc tu dois aller le chercher, les créer, etc. Donc, pour avoir tes 10 rendez-vous, voilà. Mais 10 rendez-vous par semaine, c'était le minimum, quoi. Mais derrière, en fait, quand tu fais 10 rendez-vous par semaine et que tu gères bien le post-rendez-vous, tu fais du business, quoi. Et ça, comment est-ce qu'elle vous poussait? Comment est-ce qu'elle te poussait à donner le meilleur de toi, à te dépasser? Il y avait plusieurs choses. Il y avait elle m'a donné beaucoup de responsabilités assez jeune. Donc finalement, alors après, il y avait toujours une guerre, hein, quand des nouveaux rentraient, des choses comme ça, parce qu'à 23 ans, 24 ans, je gérais le plus gros portefeuille de clients et on était deux assez jeunes à gérer les deux plus gros portefeuilles de clients du quotidien. Et quand des plus vieux arrivaient, qui avaient 35 ans par exemple, et nous disaient, certains m'ont dit, mais en fait, je vais te dégager, tu vois, clairement droit dans les yeux, tu vois. Donc il y avait un peu ces petites guéguerres et des choses comme ça, mais en l'occurrence, on nous donnait des responsabilités, on nous donnait de l'argent, et il y avait une forme enfin beaucoup de bonus, hein, et il y avait une forme de grosse orga. Matin tôt, des rendez-vous de 8h30 tous les jours, des choses comme ça. Donc un vrai accompagnement là-dessus. Il y a des tas de choses que j'ai pas voulu, et ça c'est pas forcément le fait de Valérie, mais plus aussi le fait de l'organisation métro, reproduire après, c'est il y avait quand même beaucoup, je disais carottes et bâtons, enfin il y avait un turnover énorme, mais énorme, donc une pression énorme. Quand je dis énorme, c'était 100% par an, hein, donc sur le service commercial, ça tournait énormément. Pendant 2-3 ans, c'était vraiment... en fait, à la fin de l'année, tu voyais que des gens autour de toi qui n'étaient plus là. Ça, je veux absolument pas reproduire ce genre de choses, mais t'apprends au moins de ce que tu veux faire et pas faire. Et puis, mais en revanche, des bonus aussi, pareil, énormes. Dans la presse, c'était juste insensé à cette époque-là. Et donc, du coup, quand tu es jeune et que tu es peut-être plus sensible, déjà, tu as un salaire très, très faible, puisque tu es jeune diplômé et que tu as des bonus énormes, ça te motive, quoi. Donc, voilà, c'est des choses qui étaient assez impactantes aussi, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris récemment que tu aurais aimé savoir plus tôt? Quelque chose qu'on t'a peut-être
dit, appris ou que tu as réalisé et où tu t'es dit, si je l'avais su il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça m'aurait bien arrangé? Il y en a une principale que je dirais qui est... j'étais assez persuadé que les gens ne pouvaient pas changer. Et récemment, dans nos collaborateurs, il y a eu une personne avec qui il n'y avait pas en fait, on s'entendait bien, mais il n'y avait pas ça marchait pas, tu vois, c'était très concret, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'étais pas dans cette confiance dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, on a entamé les démarches pour se séparer. Et puis, je pense que sur une sorte de baroud d'honneur, et là, c'est pas récent, hein, je parle de quelque chose qui doit avoir de 24 mois, enfin 2 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui a tenu sur le long. Cette personne a... Et je crois vraiment que c'est pas moi qui ai changé tant que ça, c'est cette personne qui a changé, s'est révélée, a voulu nous montrer qu'en fait, c'était la bonne personne. Et derrière, en fait, rentrer dans ce cercle vertueux de confiance, de recherche d'excellence, de partager des nouvelles choses, d'apprendre des choses en plus, etc. On incite tout le monde, par exemple, à faire des MOOC ici 2 fois par an. Et on paye nos collaborateurs, on leur donne des primes quand ils font des MOOC. Donc non seulement on leur paye les MOOC, mais en plus on leur donne des primes. Donc, et lui s'est mis vraiment dans cette démarche aussi. Et ça a hyper bien marché. Donc ce que j'ai appris, c'est que les gens peuvent changer. Alors que j'avais une tendance à les mettre trop vite dans une case. Bon, moyen, mauvais, j'exagère un peu, mais voilà. Et en l'occurrence, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail sur des conseils en général? Alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est de dire que on vaut à peu près, humainement, hein, on a des qualités différentes, mais la même chose que la personne qu'on a en face de soi, donc on est tous égaux, quoi. Donc, faut pas non plus arriver avec... voilà, il faut oser et aussi oser... alors c'est un navigateur, Eric Bellion, qui était passé sur mon podcast, donc son approche, c'était oser la différence, mais j'aime bien cette approche, c'est-à-dire... nous, on reçoit typiquement sur les recrutements beaucoup de CV, beaucoup de gens qui envoient les mêmes choses à tout le monde. Enfin, je veux dire, moi, j'archive directement. Et ça ne mérite même pas de réponse. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'envoie à moi la même chose qu'il a envoyé à 10 autres personnes, de temps en temps, je vais avoir une relance, il me dit, vous ne m'avez pas répondu. J'ai envie de dire, mais j'ai pas pourquoi je devrais te répondre. Enfin, tu ne prends même pas la peine de personnaliser ton envoi de... Voilà. Donc... quand les gens prennent la peine d'écouter, de comprendre et d'aller... généralement, on prend la peine de leur répondre. Donc, quand on prend la peine de leur répondre, on a engagé une conversation. Et quand on engage une conversation, on a gagné. Et je veux dire, aujourd'hui, quand on veut les choses, tout est possible, quoi. Et vraiment, ça peut paraître très bateau ce que je dis, mais écoutez Paul Morlet sur mon podcast, le créateur de Mes lunettes pour tous, et vous verrez que on peut passer de manutentionnaire sur les lignes SNCF à patron de start-up avec Xavier Niel très proche dans son capital pour vendre des lunettes pour tous dans toute la France. Enfin, je veux dire, c'est possible. Donc, et c'est vrai dans les entreprises. Je veux dire, moi, si demain j'ai un DG qui a 24 ans ou 25 ans, parce qu'il est extrêmement bon à fond surtout, vas-y, il n'y a pas de souci, une DG d'ailleurs. Mais voilà, et il y a vraiment aujourd'hui beaucoup trop les gens se retiennent trop et je trouve moi que les gens sont trop timides dans ce qu'ils nous envoient comme alors faut pas être pédant, faut pas être prétentieux, faut pas être mais quand on a des gens qui nous envoient des choses pertinentes, percutantes et qui veulent vraiment bosser pour nous, généralement ils y arrivent, quoi. Et je pense que je vois pas pourquoi ce serait différent ailleurs. Tu as beaucoup parlé de compétences comportementales et des fameuses soft skills qu'on adore. Est-ce que tu pourrais nous donner ta propre définition? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ma définition des soft skills. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que c'est vraiment... donc, tu as eu un problème de carte mémoire au début de cet épisode et je suis allé voir
mon associé Laurent, et je lui ai parlé d'un candidat qu'on a vu, qui est un jeune deep. Et en fait, on sait pas où le mettre. Dans l'organisation, tu Dans veux dire. l'organisation. Et en fait, on voit qu'il correspond à l'organisation, mais je vois pas trop. Et en fait, on se dit, tout le monde s'est fait la même remarque. Et je pense que c'est une sorte de soft skill aussi. Il y a un truc où le type correspond pas mal à la fois ce qu'on cherche en culture générale, digitale, innovation. Il s'est bien renseigné sur tout le monde, sur nous, etc. Il sait faire du business, il sait faire du projet, il sait faire. Du coup, ben, t'as un côté un peu généraliste. Tu te dis bon, ok. Et du coup, je lui dis à Laurent, mais est-ce que pas savoir où le mettre, c'est un défaut ou un avantage, quoi. Et c'est là-dessus, sur un soft skill assez une drôle de question en soi, tu vois, parce que moi, je peux voir que ça comme un avantage, parce que ça veut dire qu'il correspond en beaucoup de points à tout ça. Donc, mon point, c'est de dire que sur tous les soft skills que tu peux avoir, faut peut-être essayer, en tout cas, d'en mettre certains en avant pour essayer de montrer que tu corresponds à quelque chose pour après y aller. Je pense que nous, on pourrait faire la démarche inverse, et ce que j'aimerais, c'est me dire, bah, faisons-le rentrer, puis on verra bien. Mais beaucoup de boîtes sont pas prêtes du tout à faire ça. Et même nous, je sais même pas si on est prêt, tu vois, au moment où je te parle. Donc, je pense que oui, mais du coup, voilà, je pense que ma définition de soft skill, c'est quelque chose qui s'apprend pas nécessairement, en tout cas pas de manière empirique avec un MOOC ou à l'école ou voilà, qui se ressent, mais qui se développe en revanche. Et tu vois ce que tu me posais comme question sur mes questions, etc., c'est pas quelque chose que j'ai potentiellement, c'est la répétition, quoi. C'est l'expérience. Ouais. Et pour avoir de l'expérience, il faut faire. Je vois beaucoup trop de gens. Enfin, moi, je regarde très peu Netflix, mais si je peux regarder un peu, mais sinon, je fais quoi. Je fais du sport. J'éduque mes enfants. Voilà, je suis assez peu léthargique. Et je pense que pour développer un max de soft skills, il faut être minimum léthargique possible dans sa vie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais voilà. Donc, le mode passif, pour moi, c'est pas là où il faut aller si tu veux développer des soft skills, en tout cas. D'accord, c'est clair. Mais il y a peut-être quand même besoin de t'entendre se ressourcer. Comment est-ce que tu te ressources ? Alors moi, c'est pas mal dans le sport. Donc, je le ressens énormément. C'est-à-dire que j'ai dû couper un petit peu, comme je te le disais. Mais en fait, dès que je coupe un peu trop, en revanche, j'ai un moment où tu vois... là vraiment je sens que potentiellement, parce que si je coupe trop, c'est les vases communicants, c'est probablement parce que je bosse trop ou que voilà, et à un moment en fait je trouve ça un peu vertigineux, et je sens que enfin même les gens autour de moi me disent non mais vas-y va courir, je sais pas, tu vois. Donc il y a quand même beaucoup de ça, il y a de la lecture, et la lecture, alors c'est vrai que j'ai différentes typologies de lecture, mais j'ai beaucoup de lecture. En ce moment, je lis par exemple un bouquin qui s'appelle Essentialisme et Essentialism sur, en gros, la base c'est l'assise mort, quoi. Donc ça, je me l'attribue pas très bien, mais l'idée c'est de dire quand même, faut être capable de faire des choix. Moi j'aime bien ce que je te disais, moi j'aime bien faire des choix pour se dire oui, non, on y va, etc. Donc les soupapes pour moi, elles sont sport, famille, hein, mine de rien, on se repose, on s'aère l'esprit et puis on fait un peu le vide, et un peu de vacances. Mais sur les vacances, j'ai quand même un peu de mal à décrocher. Non, je décroche de mes mails, je décroche de certaines choses, mais ça c'est clair, et de mon quotidien, mais tu décroches pas de tes idées, quoi. Tu décroches pas enfin, c'est pas vrai, tu vois. Je veux dire, tu sais ce que je dis, beaucoup de gens, voilà, mais... J'ai des copains qui sont traders, qui ont cette chance d'avoir un métier où quand ils partent du bureau à 17h30, ils pensent pas au boulot avant le lendemain matin à 8h, quoi.
Ils n'ont même plus les outils à disposition. Ouais. Oui, ils n'ont pas les outils, ils regardent pas leur mail. C'est pas même pas forcément, j'en ai certains qui n'ont même pas leur mail branché, leur mail pro branché à leur smartphone, quoi. Et c'est bien, honnêtement, c'est très bien. C'est pas comme ça que je vis. Et c'est pas ce qui me fait triper. On arrive à la fin de notre entretien, de la conversation. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu rêvais de parler, dont on n'a pas parlé ? Tu as le droit de dire non. Non, je crois pas. J'incite tout le monde à... Alors, j'allais être plutôt sympa avec toi, puis après non, mais à être sympa avec toi, mais j'ai failli commencer par dire à écouter Génération Do It Yourself, mais avant ça, surtout, surtout notez, si vous êtes là encore, c'est que vous aimez ce podcast, donc notez-le et partagez-le. En fait, il y a une chose qui est importante dans Génération Do It Yourself, je m'en rends compte, c'est que la manière dont il grossit, elle est totalement organique, et ça, j'adore. C'est-à-dire c'est génial. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui disent aux autres, comme la manière dont on s'est rencontrés, puisque donc j'ai trouvé sur une amie qui m'a dit tiens, on parle de toi dans un réseau de mamans, je crois. Ouais, de mamans du 16e à Paris. Voilà. Ouais. Donc dans un réseau de mamans, et du coup je t'ai envoyé un message où je t'ai ajouté, je sais plus où, sur LinkedIn, et puis pour te remercier. Et en fait c'est complètement organique. Et donc parlez de ce podcast autour de vous pour le faire découvrir, Talent Précieux, et c'est même presque encore plus important que de mettre 5 étoiles sur iTunes, même si c'est important, mais c'est vraiment le faire découvrir autour de vous, parce qu'en fait il y a peu de découvertes faciles des podcasts. Voilà. Alors moi j'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et au podcast Génération Do It Yourself ? À part d'avoir Sarkozy et Hollande, j'ai compris. Alors, il y a plein d'autres. Mon objectif, il est, tu vois, comme quoi je reste quand même connecté au monde physique. Mon objectif du moment, il est de réussir je trouve ça assez bien virtuellement, à faire l'équivalent d'un stade de France par épisode en écoute. Donc c'est 80 000 personnes. Je crois qu'en fait, quand j'aurai atteint ça, si je l'ai atteint, j'en suis pas loin de la moitié, tu vois, donc à peu près la moitié. Et c'est déjà beaucoup. Quand tu visualises, tu vois, j'ai déjà parlé devant 4500 personnes, c'est énorme, mais voilà. Donc, souhaitez-moi ça, d'y arriver à 80 000, et puis je serai... Tu nous feras un épisode en live au Stade de France. Il y a peu de chances que je réussisse à faire 80 000 personnes, tu vois, les réunir à un seul endroit au même moment. Je suis pas Mick Jagger, mais voilà, c'est l'endroit le plus gros en France où tu peux réunir des gens. Donc symboliquement, c'est à peu près ce serait mon trip de me dire. Et je pense que pour inviter des gens aussi, symboliquement, c'est quelque chose. C'est-à-dire que si tu commences à dire, tu vois. Là, je pourrais carrément taper Emmanuel Macron, tu vois, et lui dire le président en place. Non, mais c'est pas très drôle. J'aime pas les gens trop en place parce qu'ils disent rien en fait d'intéressant. Mais l'idée, c'est que tu peux aller après être convaincant, quoi, leur dire voilà, des exposés. Donc voilà. Parfait, écoute, on te le souhaite. Merci Perrine. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leur projet de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.